Quand une monnaie se déprécie, il y a des raisons qui expliquent cette dépréciation. Quand une monnaie s'apprécie, il y a aussi des raisons qui expliquent l'appréciation de cette monnaie. Et par rapport à l'appréciation du franc congolais, il y a des raisons bien précises qui expliquent pourquoi cette monnaie est en train de s'apprécier à un rythme assez soutenu. Et accéléré. En quelques semaines, on est passé de 29 à 25. Oui, parce qu'il y a des raisons derrière. Alors, je vais maintenant inviter Willy Kalengai qui va vous, pas vous cuisiner, mais vous entretenir avec des questions. Tout le monde sait que c'est un journaliste plus que pertinent. Willy Kalengai, grand journaliste et spécialiste aussi économique. Merci de nous accorder cette opportunité. C'est vrai, Jean-Marie Kassamba vient de le dire, c'est les francs congolais. Alors, vous arrivez à la Banque centrale comme dans une salle noire, il n'y a pas de lumière. Votre main cherche un interrupteur et voilà, la lumière est là. Les francs congolais commencent à s'apprécier. La question, ce n'est pas que c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Mais la question fondamentale est justement, vous avez dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez posé deux actions majeures et les gens disent que c'est une courte joie. L'appréciation du franc congolais aujourd'hui est une courte joie parce que justement, avec l'injection de 50 millions de dollars, on a donc acheté une appréciation artificielle. C'est ce que les gens disent. Mais comme je suis devant vous, pouvez-vous nous dire comment vous combinez non seulement l'injection des dollars sous les marchés, mais surtout aussi comment vous travaillez le taux des réserves d'échange, des taux obligatoires. Comment vous travaillez cela? Parce que c'était ici et personne ne l'a fait. Comment vous combinez les deux pour qu'on ne puisse pas dire que c'est une courte joie? Mais pour que les gens comprennent pourquoi ce n'est pas un phénomène passager, il faut qu'on explique pourquoi notre monnaie a dévissé et a commencé à se déprécier de manière forte à partir du mois de juin 2025. Je vais même remonter plus loin. Parce qu'il faut qu'on comprenne les phénomènes. Quand on comprend les phénomènes, on comprend la cause qui provoque certains phénomènes, on peut étudier aussi pour produire d'autres causes dans le sens inverse, pour corriger ou bien pour améliorer. La monnaie s'est dépréciée à 2 reprises, on va dire depuis 2018. La première dépréciation, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes passés de 1600 à 1900. C'est parce que nous avons trouvé des réserves de change de l'ordre de 800 millions et ces réserves de change ont été utilisées pour financer le projet que vous connaissez, le projet de 100 jours. Et on a créé un déséquilibre entre nos réserves de change à l'international et leur utilisation dans des projets qui ne se sont pas avérés des projets réellement d'investissement dans notre économie. Nous avons connu la première dépréciation. Ensuite, la monnaie s'est stabilisée aux alentours de 1900-2000 jusqu'en 2023. Vous allez regarder que la courbe est suffisamment constante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 2023, le taux commence
le franc congolais commence à se déprécier, à dévisser par rapport au dollar pour atteindre jusqu'à 2900 francs pour $1 au marché parallèle vers le mois de juillet-août. Il y a un ratio prudentiel qu'on appelle la réserve obligatoire. C'est-à-dire que les banques sont obligées de réserver une partie de leurs dépôts pour faire face notamment à l'utilisation, aux besoins de clients. Des clients, Voilà. Et ce coefficient, ce ratio est de 12%. Si vous avez des dépôts de 100, vous devez réserver 12%, c'est-à-dire 12. Alors, selon la réglementation bancaire, ces réserves obligatoires devaient être constituées essentiellement dans la monnaie locale, qui est le franc congolais. Et les banques se sont plaints de cette situation en disant que la plupart de leurs dépôts sont en dollars. Et donc, ces réserves obligatoires constituées en francs congolais ne répondaient pas aux besoins, à la finalité de ce pourquoi elles devaient être constituées. Parce que les clients viennent chercher des dollars et pas de francs congolais. La Banque centrale a fini par accéder à cette demande. Nous sommes donc fin 2021. Et le taux de change à ce moment-là entre le franc congolais et le dollar est de 1999, on va dire 2000, pour faire simple. Et le stock de réserves obligatoires constitué à cette époque est de 2300 milliards de francs congolais environ. Alors, si ça doit constituer des réserves pour des dollars, vous faites le calcul, ça doit couvrir 1 milliard 150 millions de dollars. Donc ce sont des réserves en réalité de 1 milliard 150 millions de dollars. Mais en francs congolais? En francs congolais, c'est 2300. OK. Alors, nous avons une belle année 2022. Très belle année 2022, avec des prix du cobalt très élevés. Donc, on a un excédent budgétaire assez conséquent. Et la situation reste stable. En 2023, les excédents budgétaires constitués en 2022 commencent à s'effriter, notamment avec la reprise de la guerre d'agression que nous avons subie. Et nous commençons à avoir des problèmes au niveau budgétaire qui impactent le taux de change. En impactant le taux de change, donc la dépréciation du franc congolais qui commence au mois de juin, vous voyez très bien qu'on a ces effets au niveau budgétaire et nous avons un stock de réserves obligatoires en francs congolais qui ne correspondent plus aux besoins parce que au niveau auquel il devait être. Parce que si le franc congolais passe de 2000 à 2300, par exemple, la réserve obligatoire de 2300 milliards ne représente que 1 milliard de dollars, alors que ça devrait être 1 milliard 150 millions. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez libéré dans les marchés l'équivalent de 150 millions de dollars en francs. Donc, vous accélérez la dépréciation. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, je veux continuer à expliquer. Puisque quand on comprend les phénomènes, je vous en prie. On sait maintenant, c'est comme pour un médecin, vous faites un diagnostic et vous savez maintenant... Il faut faire des diagnostics vite. Hein. Oui, sinon, oui. le malade... Nous sommes à la télévision, monsieur le gouverneur. Excusez-moi, c'est pédagogique, oui. Mais j'essaye d'être pédagogique. Je vous en prie. Et donc, à ce moment-là,
la Banque centrale décide de relever son taux directeur pour essayer de ponctionner l'excédent de francs congolais sur le marché. Et il ramène son taux directeur au mois d'août 2025 à 25%. C'est bien. Il était à combien avant? Je dois poser la question. Il était à 11. 11. 11, donc de 11 à 25. De 11 à 25. Oui. Donc vous voyez que c'est pour faire en sorte que les banques viennent profiter de ce taux d'intérêt rémunérateur en emmenant leurs francs congolais à la Banque centrale. Et ça a fonctionné. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en même temps, la Banque centrale est aussi intervenue en injectant des devises. Mais malheureusement, c'était une époque où la Banque centrale ne communiquait pas beaucoup. Et je vais en arriver. Et vous êtes en train de corriger ça. Et malheureusement, ce taux directeur à 25% a un effet pervers. C'est que ce taux directeur rémunère de l'argent. Donc si on avait mis par exemple 1000 milliards, au bout d'une année, on a 1250 milliards parce que c'est 25 milliards. Et donc on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc nous étions en train de nous battre parce que en réalité, nous avions relâché des francs congolais supplémentaires dans le marché en ne respectant pas le ratio prudentiel de réserve obligatoire. Donc, quand je suis nommé gouverneur de la Banque centrale, la première chose, c'est de réunir les équipes au sein de la banque, et il y a de l'expertise à revendre. Et nous avons commencé les discussions. Et donc, nous sommes tombés sur la conclusion que une des grandes raisons qui expliquait la dépréciation du franc congolais, c'était le fait qu'on n'a pas actualisé Les taux. le réserve obligatoire cristallisé en francs congolais avec les taux actuels. Mais avant d'arriver à prendre cette décision, il fallait d'abord calmer la surchauffe qu'il y avait sur le marché, que nous avons constaté quand nous sommes arrivés. C'est pour cela que nous avons injecté les 50 millions. Ça, c'est juste pour calmer. Si on s'était arrêté à ça, effectivement, on allait appeler ça courte joie. Si je vous comprends bien, vous allez continuer, monsieur le gouverneur. Oui. Entre les deux actions, Oui. injection de 50 millions et relèvement du taux, quelle est l'action déterminante? Qu'est-ce qui détermine effectivement l'appréciation du franc congolais? Ce qui détermine l'appréciation du franc congolais, c'est l'actualisation de réserve obligatoire. On n'a pas relevé. On a juste dit que avec la dépréciation, vous n'êtes plus conforme. Donc, vous n'êtes plus conforme au ratio de 12% parce que la dépréciation faisait que les banques n'utilisaient qu'un ratio de 9 ou de 8%. On a juste dit qu'on devait ramener ça à 12%. Ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire que les banques, avec le respect de ce ratio, doivent stériliser 900 milliards de francs congolais. 900 milliards de francs congolais, mais on a décidé de le faire en plusieurs étapes. Ça a commencé au mois de septembre, et c'est là que nous avons... Au mois d'octobre, vous allez aussi le faire. On va le faire aussi, mais je voudrais parler de l'opportunité de le faire au mois de septembre. C'est que ça correspondait à une échéance fiscale. L'échéance fiscale oblige les entreprises à payer leurs impôts en francs congolais. Donc, vous retirez du marché des francs congolais pour l'équivalent d'environ 400 milliards, et les entreprises dans une économie dollarisée qui ont, par définition, beaucoup de dollars, doivent payer leurs impôts en francs congolais. Donc, ces entreprises viennent chercher des francs congolais qui ne sont plus en abondance dans le marché, et évidemment, avec la loi de l'offre et de la demande qui conduit toute composition de prix, le franc congolais devient rare, le dollar est abondant sur le marché, et voilà qui explique l'appréciation du franc congolais. Alors, nous allons le faire en octobre. Je veux bien que Willy, en décembre.
avant de continuer, que je pose cette question de Monsieur Tout-le-Monde. Les 50 millions, là, vous les avez trouvés où? Mais nous avons plus de 7 milliards de réserves de change. Donc, la Banque centrale peut injecter de la liquidité en devises dans les marchés grâce à ces réserves. Petite question encore, est-ce que vous poussez les Congolais à consommer le franc congolais qui prend de la valeur ou vous découragez une économie qui est dollarisée, qui est celle de la RDC? Non, l'approche de la Banque centrale n'est pas une approche de coercitive. D'intimidation. Encore moins. C'est de rendre la confiance de la population en sa monnaie en montrant que c'est une monnaie qui a de la valeur. Et c'est ce que nous constatons. Oui. C'est-à-dire que quand le Congolais sent que sa monnaie a de la valeur, il veut faire des transactions dans sa monnaie plutôt que dans une autre monnaie qui a moins de valeur. Mais ça commence maintenant. Hein? Ça commence à peine. Maintenant, ça commence là. Mais bien sûr. Oui. Monsieur le gouverneur, si le franc congolais s'est apprécié, la question suivante, c'est la stabilité. Comment vous allez maintenir la stabilité de cette appréciation? Mais surtout, quels sont les indicateurs clés que vous avez énumérés pour cette stabilité macroéconomique? Parce que, en réalité, c'est une action que vous menez aujourd'hui sur un terrain volatile. Nous sommes quand même dans une économie qui n'est pas vraiment très, très stable. Comment vous garantissez la stabilité de cette appréciation? Mais c'est avec les instruments de politique monétaire de la Banque centrale. Nous avons le taux directeur que nous venons d'assouplir à la suite du comité de politique monétaire d'hier. Nous avons le coefficient de réserve obligatoire. Nous avons aussi nos réserves de change que nous sommes en train de constituer pour solidifier. Qui sont à combien aujourd'hui, les réserves? Aux alentours, un peu plus de 7 milliards de... 7 milliards de dollars 7 milliards de dollars. Disponibles? Réservés. Non, c'est très important. Ça peut être virtuel aussi. Hein? On les appelle des réserves, donc ils sont quelque part. C'est comme dans une équipe de football. Oui. Ils viennent quand il faut remplacer un joueur défaillant. On a compris. C'est la réserve. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir injecter avec la réserve. Il y a plusieurs instruments. Que dites-vous de ceux qui estiment que cette appréciation, elle va faire du bien aux exportateurs, mais elle peut nuire à la compétitivité des produits congolais à l'international? J'ai eu ce débat ce matin. Je pense que parfois on regarde notre économie congolaise comme étant une économie classique. La question que vous venez de poser, c'est vous avez par exemple des producteurs français qui vendent leur fromage aux États-Unis et avec l'appréciation de leur monnaie, le fromage français et le vin français va coûter cher pour un importateur américain, puisque pour acheter ses fromages et son vin français, il va devoir le payer en euros. Voilà. Et s'il y a appréciation de la monnaie, ça va coûter plus cher à l'importateur. Non, à l'Américain qui veut importer du vin et du fromage français. Mais nous avons une économie dollarisée. Ce qu'on vend, c'est en dollars. Donc ça ne change rien du tout à notre compétitivité. C'est que si on vendait notre cuivre en francs congolais, c'est là qu'on allait connaître un problème de compétitivité. Justement, vous venez d'ouvrir un débat tout en fermant le premier. Parce que si nous sommes dans une économie dollarisée, à quoi ça sert d'améliorer notre franc congolais? Parce qu'en réalité, nous finissons tous par passer par les dollars. Non. L'économie qui est dollarisée, c'est une économie où vous laissez une bonne part de votre souveraineté
à la Réserve fédérale américaine. C'est une question d'abord de souveraineté. On ne dit pas que nous devons supprimer le dollar. Ça va être, à moyen, même long terme, ça va être compliqué. Mais au moins, c'est de renforcer l'utilisation du franc congolais dans notre économie. Pour quelle raison? Parce que la Banque centrale du Congo a un rôle constitutionnel retranscrit dans la loi bancaire qui lui demande de stabiliser le cadre macroéconomique et de lutter contre l'inflation. Mais si vous n'avez pas de levier sur la monnaie qui permet à faire des échanges au sein de votre économie, quel serait votre pouvoir pour garantir cette fonction, ce rôle constitutionnel qui vous est donné? Donc, il nous faut avoir une économie où les transactions se passent en francs congolais. Et comme la Banque centrale est ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort, il ne peut le faire qu'en francs congolais et il ne peut pas le faire en dollars. D'où l'intérêt d'avoir un renforcement de notre économie en francs congolais. Et c'est notre travail. Je vois Jean-Marie qui me regarde. Non, mais c'était juste pour poser ma petite question à moi, parce que moi, je la pose pour la population, et vous allez continuer en tant que spécialiste. Excusez-moi. Monsieur le gouverneur, il y a quand même un petit problème chez nous. Tout le monde achète en dollars. Acheter. Acheter. L'État aussi achète et parfois consomme beaucoup plus de dollars que de francs congolais. Comment vous allez faire pour décourager les gens à acheter en dollars ou à consommer en dollars quand on sait que c'était une monnaie refuge? Parce que notre monnaie en nous vaciller, tanguer. Vous allez faire comment? Je vais d'abord par changer votre verbe. Je ne veux pas décourager les gens à utiliser les dollars. Je vais encourager notre population à utiliser le franc congolais. Par rapport à une économie qui est la leur, je veux vous parler de quelques produits qui sont fabriqués ici, ou bien des services qui ne viennent pas de l'extérieur. Je vais en prendre deux. Pourquoi acheter le ciment en dollars, alors que nous avons des cimenteries ici? Je prends un autre produit. Pourquoi, quand vous allez au restaurant, vous allez acheter votre bière en dollars alors qu'elle est produite ici? Pourquoi vous allez payer, ou bien pourquoi vous allez afficher votre loyer en dollars alors que vous êtes bailleur, alors que la maison ou l'appartement est au Congo et pas aux États-Unis? On encourage dans quel sens? C'est quand aujourd'hui un bailleur se rend compte que s'il avait affiché pour un loyer, par exemple, de 100 francs congolais, voilà. Aujourd'hui, il allait gagner. Voilà. Vous voyez, il allait gagner aujourd'hui. Vous voyez l'encouragement? Aujourd'hui, il allait On gagner. encourage. On encourage. Donc, il se rend compte que, mais j'ai ma monnaie qui est quand même forte. Si j'avais mis mon loyer en francs congolais, alors je n'aurais pas perdu. Si c'est pour un loyer de 100 $, je n'aurais pas perdu 5 000 francs en un mois. Une autre question, monsieur le gouverneur. 5 000 ou 50 000? 50 000. 50 000 francs. Question de curiosité simplement avant de poser ce qui est essentiel. Est-ce que, qu'en est-il de la planche à billets? J'ai cru entendre dans le passé qu'il était interdit de faire le financement monétaire. Est-ce que ça continue? Dans quelle proportion? Pour quel objectif? Non, le financement monétaire n'existe plus. Il n'y a plus de planche à billets. Non, il n'y a plus de planche à billets. Quand est-ce qu'on arrive à un financement monétaire? Et d'ailleurs, vous me posez une bonne question parce que je vais parler
d'autres choses, peut-être que c'est M. Sekana qui allait me poser cette question-là. On arrive à un financement monétaire quand les dépenses de l'État qui sont incompressibles, les recettes n'arrivent plus à couvrir. Et c'est dans ce cas-là que les banques centrales tournent la planche à billets pour pouvoir combler le déficit. Mais comme vous le savez, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons, c'est quelque chose qui est prohibé, le financement monétaire, et tout ce qui est déficit quand il arrive, payé par la Banque centrale. Qui lève des capitaux auprès du système bancaire pour combler le déficit, et il n'y a pratiquement pas. Il n'y a aucun financement. Est-ce qu'on nous fait confiance pour ce bon de trésor? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a l'engouement, les gens ils viennent pour... Mais oui. Ils sont remboursés. Ils sont remboursés. Il y a de garantie. Avec intérêt. Et à ce que je sache, l'État congolais n'a pas fait défaut de paiement de ces remboursements. Maintenant, je veux parler de financement monétaire parce que on parle souvent de comment la monnaie s'apprécie alors qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. C'est la question que j'allais poser. Voilà. C'est un vrai faux argument. Je veux m'expliquer. Nous avons connu dans ce pays une longue période de stabilité. Je crois qu'on parlait toujours de 920. Une longue période de stabilité monétaire, de cours de 2010-2015. Voilà, le cours de change. Ça n'a pas bougé du tout, alors qu'à cette époque, on avait des niveaux de production nettement inférieurs que ceux que nous avons aujourd'hui. Et on vous a parlé de l'époque où on a dévissé. Et je veux vous parler d'un des plus grands pays producteurs au monde, l'Italie. Et avant la monnaie unique, la lire italienne ne valait rien du tout. A connu des périodes de... C'est transporté en mallette, et s'il y avait une blague qui disait que c'est quoi la différence entre un Deutsche Mark et une lire italienne, on disait que c'est un Deutsche Mark, parce que la lire italienne vaut presque zéro. Vous voyez, mais pourquoi la lire italienne était une monnaie, malgré le fait que l'Italie est un des grands pays producteurs, membre du G7, production automobile, production manufacturière, production agricole abondante, mais c'est parce qu'il y avait un déséquilibre entre le nord de l'Italie et le sud qui entraînait des problèmes budgétaires qui étaient financés justement par la planche à billets et qui a fait connaître une dépréciation. Donc dire que la monnaie, pour qu'une monnaie soit stable et forte, il faut de la production, c'est assez court. Mais c'est pas faux. Je n'ai pas dit que c'était faux. Je dis que c'est assez court comme argument. C'est qu'on peut être dans une zone de stabilité et pour qu'elle soit durable, il faut que la production vienne. Et justement, c'est que quand on entre dans une zone de stabilisation du franc congolais, on doit aller plus loin pour pouvoir financer maintenant notre économie en franc congolais, pour pouvoir la diversifier, la solidifier, pour qu'il n'y ait pas ces dérapages qui peuvent avoir un impact sur la monnaie. Vous m'avez arraché le mot la dernière question. Vous parlez du financement de notre économie et vous savez que un des problèmes majeurs de ces finances, de notre économie, c'est son accès au crédit. Et la Banque centrale, aujourd'hui, elle accorde des licences pour la mise en place des nouvelles banques, des banques, et nous n'avons malheureusement pas des banques congolaises. Je ne sais pas pourquoi. Ma question est celle-ci, monsieur le gouverneur. Pourquoi vous n'envisagerez pas, dans la mise en place des nouvelles banques, ce que les autres ont fait dans d'autres secteurs, la préférence congolaise?
pourquoi, comme dans la sous-traitance, on exige que les entreprises sous-traitantes soient des entreprises à capitaux congolais? Pourquoi nous n'avons pas de banques commerciales avec capitaux congolais? Parce que les Congolais aujourd'hui, même s'ils sont entrepreneurs, même s'ils sont des créatifs, des génies, ils n'ont plus accès au crédit. Parce que toutes les banques que vous patronnez, que vous maternez, que vous aimez bien, malheureusement, sont des banques étrangères. Je parle d'étrangères ici, même dans les fonctionnements, même dans l'octroi des crédits. Les Congolais n'ont pas accès à cela. Pourquoi la Banque centrale? J'espère qu'avec vous, ça va changer. Vous avez compris depuis tout à l'heure que je ne suis pas dans l'imposition ou dans... je suis plutôt mais dans... Vous êtes l'autorité, vous ne pouvez pas cajoler les gens tout le temps. Il faut être plutôt dans l'incitation. Ah, d'accord. Et pour répondre de manière très honnête à cette question, c'est une question profonde. Parce que la question du crédit, la question de financement est une question qui est beaucoup plus sérieuse qu'on ne le pense. Parce que quand on parle de crédit, les gens ne se rendent pas suffisamment compte que c'est lié à la foi. Parce que crédit, c'est croire, ça vient de considérer. Ça vient de la foi. Mais je veux ouvrir une parenthèse que je veux fermer tout de suite, parce qu'en réalité, la finance est née de là. C'est quand un rabbin, quelque part à Venise, en Italie, au Moyen-Âge, a transformé le système de dîmes en un système où les personnes qui donnaient leur argent à la synagogue restaient propriétaires de cet argent. Et le rabbin utilisait l'argent des croyants pour prêter cet argent à l'économie, puisque à l'époque, ce qu'il faut le savoir, le commerce de l'argent était interdit dans la religion dominante à l'époque. Et donc, vous voyez très bien que l'argent ne quitte pas le porte-monnaie du croyant pour aller vers le porte-monnaie du rabbin, mais il reste propriété du croyant et on crée une prospérité collective, confédérée, croire ensemble, crédit. Et c'est une vraie question philosophique, nous devons y penser. Je ferme la parenthèse. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la comptabilité est née, puisque... il fallait tracer. Voilà, il fallait tracer, il fallait avoir un registre de savoir que M. Kalenga a donné autant, M. Kassamba a donné autant, ça produit autant d'intérêts, et tout ça. La comptabilité est née, on a commencé à faire des bilans, c'est comme ça que la finance... Monsieur le gouverneur, laissez-moi poser... ferme la parenthèse. Je garde encore Willy pour quelques... Pour vous dire que nous sommes dans l'incitation, il faut que ça arrive, mais il faut un sursaut de savoir qu'est-ce que nous faisons collectivement avec notre argent, y compris l'argent qu'on met dans les dîmes, dans les mabonza et dans tout ça. Donc c'est une vraie question. Oui, alors, monsieur le gouverneur, je vais poser cette question et je pense que ceux qui nous suivent, c'est la pause aussi. C'est là? C'est la pause, la question. Dans ce pays, on a connu les Kindwelo, les Dokolo, qui ont créé des banques, qui avaient des banques. Aujourd'hui, même Kindwelo a vendu sa banque. Il n'y a aucun Congolais qui détient même la moitié du capital d'une banque. Qui n'aime pas faire des Congolais millionnaires? C'est vous, quand je dis vous, c'est Banque centrale, ou c'est les dirigeants congolais? Je veux répondre de la même manière à ce que je disais tout à l'heure.
Non, vous étiez philosophique tout à l'heure. Oui, mais maintenant je vais mettre ça en pratique. Entre confier votre argent à un Congolais et confier votre argent à un étranger, en qui vous avez plus confiance? On n'a pas le choix. Ils ont répondu. On n'a pas le choix. Je sais qu'ils ont répondu. Confiance, on n'a pas le choix. Confiance, c'est encore une question religieuse. Deux fois, oui, oui. De foi. Deux fois. Au fait, il faut d'abord que... Vous savez, je vais encore ouvrir une parenthèse et la refermer. Un des discours politiques le plus important de ce pays a duré moins d'une minute. OK. Moins d'une minute. Un des discours politiques le plus important. Moins d'une minute. Et je suis sûr que vous-même, grand journaliste, si je vous le rappelle, vous allez dire « Ah bon, c'est vrai ?» C'était un discours de campagne du docteur Étienne Tshisekedi à Lubumbashi. OK. Qui a dit une chose. C'était son simple discours. Il a dit, il a parlé en lingala. Mboka ekofi. Non. Mboka oyo ekobonga, mukolo, Congolais akolinga Congo, et puis akolinga moninga na ye Congolais. C'est profond. C'était l'essentiel de son discours. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est encore une question, vous voyez, de foi. Et quand on vous dit que la finance est intimement liée à ça, si je vous fais confiance, si on se fait mutuellement confiance, on croit ensemble, on se fera crédit. On crée nos banques en nous. Voilà. Merci, Willy Kalengai. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que... Merci, Willy. Récupérez votre place. Et je pense que le gouverneur, qui n'use pas de la langue de bois, hein, parce que c'est votre première sortie, grandeur nature. Les TikTokers vont couper. Les analystes vont couper. Les ambassades, les services. Alors moi, je vous pose cette question beaucoup plus directement. Vous voulez faire quel type de réforme à court et moyen terme pour que la BCC inspire confiance? Parce qu'on dit que c'est vous qui avez tué la BIAC. La BCC. En fait, ce n'était pas vous, hein, vous n'étiez pas encore là. Bon. Vous savez, en matière de réforme, il y en a déjà eu dans les 2 mois ici. Mais très rapidement, il faudrait accentuer avec la transparence au niveau non seulement de la banque, dans la manière dont elle communique, mais aussi mettre en place la transparence des marchés. Je ne l'ai pas dit ici, mais l'une des raisons qui a accéléré l'appréciation du franc congolais, c'est aussi le travail que la Banque centrale a fait pour mettre plus de transparence dans le marché de change au niveau interbancaire. Et je peux vous annoncer déjà que nous allons encore aller plus loin en mettant un système où chaque banque sera obligée d'être dans un marché, on va dire, numérisé, Bloomberg, Oui. où toutes les banques ont leur prix de vente et d'achat, et les acheteurs, les opérateurs économiques qui cherchent ou veulent acheter qui veulent vendre ou acheter des francs, ont aussi des prix, et le prix va se fixer en termes du meilleur prix, à la vente comme à l'achat. Au fait, c'est comme ça que les marchés sont organisés. Mais quand nous sommes arrivés à la Banque centrale, nous avons constaté que chaque banque avait au fait son taux, appelé son acheteur ou vendeur de dollars et fixer son taux. Donc, on avait une très grande disparité. Et vous avez discipliné ça? Bien sûr. Mais ça, on ne va pas, on ne va pas le dire, mais on l'a fait. Alors, avant que Jérôme Sekana puisse nous rejoindre,
il y a une problématique. Non, mais je n'ai pas fini. Vous avez dit je vous en prie, je vous en prie. Vous avez dit à moyen terme. Oui. À moyen terme, les grandes réformes, et j'ai déjà commencé à l'annoncer, c'est la digitalisation pour permettre l'inclusion financière et emmener au fait notre banque centrale à être véritablement un moteur de transformation économique dans ce pays. Pourquoi digitalisation? Parce que nous avons une population de moins de 25 ans. La majorité des Congolais sont nés après l'an 2000. Oui. Qui ne connaissent pas le téléphone analogique, ils ne connaissent pas le Minitel que vous avez connu en France, oui. En France. Absolument. Il y a beaucoup de gadgets technologiques. Ils ne connaissent pas le Nintendo, hein, ils ne connaissent pas. Donc, ils sont dans un monde du smartphone, des réseaux sociaux, demain de l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'on puisse aller plus loin et aussi en matière financière, miser sur cette jeunesse qui va véritablement transformer l'économie de ce pays. Et une autre réforme aussi, on parlait tout à l'heure de financement de notre économie, il faudrait qu'on arrive, et ça ne dépend pas que de la Banque centrale. La Banque centrale a déjà proposé ça en Conseil des ministres. Il faut qu'on crée un marché des capitaux grâce à un système de fonds de pension par capitalisation. Fonds de pension par capitalisation. En RDC. Oui. Et on va nous faire confiance. Bien sûr. Je veux vous dire une chose. C'est que il y a des caisses de retraite. Sauf qu'elles se font par répartition. Répartition, oui. Mais on peut mettre en place un système de fonds de pension complémentaires. Regardez aujourd'hui, dans un système de fonds de pension complémentaires, ça peut prendre en charge ce qu'on appelle la vie et le décès. Regardez aujourd'hui ce que coûtent les funérailles. Les gens peuvent être enclins, poussés... Assurance vie. Voilà, avec une assurance vie. Si vous atteignez l'âge de la retraite, vous avez une pension complémentaire. Et si, par malheur, vous n'atteignez pas l'âge, avec cet argent, vous donnez ça en héritage à vos successeurs, tout en prenant en charge les frais d'obsèques. Ce sont des bouquets qui existent. Mais pourquoi ça? Pourquoi un système de financement de fonds de pension par capitalisation? Encore une fois, parce que nous avons une population très jeune. Si on veut financer l'économie, même des petits montants, mais d'un très grand nombre de Congolais, qu'ils mettent dans un système de fonds de pension, quand on a 25 ans, même si on cotise $1 par mois, si on est 50 millions, on peut mettre même $10. On est 150 millions. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Et vous allez attendre cet argent 40 ans plus tard. Entre-temps, cet argent est injecté dans l'économie pour construire des infrastructures, pour donner du crédit à nos entrepreneurs et pour financer des grands projets. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. C'est pas un rêve, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement et emmener du financement supplémentaire dans notre économie et surtout créer une courbe de taux qui va permettre de pouvoir prêter de l'argent à long terme. Merci beaucoup, mais avec un taux d'intérêt quand même acceptable parce que chez nous c'est très cher le crédit. Oh, oui, bien sûr. Jérôme Sekana. Alors, Jérôme Sekana, grand spécialiste économie, finance, que tout le monde connaît. Il connaît cette banque depuis plus de 30 ans. Je vous offre le gouvernement. C'est un honneur pour moi de vous avoir en face de moi en ce moment où notre devise nationale s'apprécie. C'est un exploit parce que en une semaine de transactions, notre devise nationale, le moine en pot, s'est apprécié de 17%. La question que je me pose avec d'autres compatriotes est celle de savoir pour que ça ne soit pas perçu comme un feu de paille,
quelles sont les dispositions prises au niveau de la Banque centrale. Nous savons tous que la stabilité du cadre macroéconomique est bipède, repose sur, bien sûr, les politiques monétaires prudentes et les politiques budgétaires prudentes. De votre côté, comment comptez-vous vous y prendre pour que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui puisse perdurer et que le pouvoir d'achat ne puisse pas connaître l'érosion? Pouvoir d'achat. On va en parler, hein? Oui, Panier de la ménagère. Bien sûr, je comprends pertinemment bien cette question, parce que figurez-vous que je me suis rendu compte que depuis le lancement du franc congolais, il ne s'est jamais apprécié face au dollar. Depuis le lancement du franc congolais en 98. Il est soit resté stable, soit il a déprécié. Voilà. C'est la première fois qu'on constate une appréciation. Évidemment, les gens, c'est légitime, ils se disent que ça ne va pas durer. Pourquoi je pense le contraire? Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est un effet de correction. Donc, on corrige quelque chose qui était défaillant à cause d'une injection de liquidité qui n'était pas contrôlée. Et en fermant, en resserrant cet instrument de politique monétaire qui est la réserve obligatoire, on va arriver à une correction du taux de change. Et les instruments de politique monétaire à disposition de la Banque centrale sont suffisamment, je veux dire, efficaces. D'ailleurs, vous avez pu le constater avec l'ajustement du coefficient de réserve obligatoire, que à chaque moment où la Banque centrale va constater de l'instabilité, elle pourra jouer soit sur son taux directeur, soit sur son coefficient de réserve obligatoire, soit en injectant des devises grâce aux réserves de change constituées. Donc, il n'y a pas de risque pour que nous ne soyons pas dans une situation de stabilité. Sauf, et je dis bien sauf, si nous connaissons des chocs exogènes, c'est-à-dire des chocs que nous ne pouvons pas maîtriser à l'intérieur du pays. Je parle d'une chute brutale du prix du cuivre, ou une montée incontrôlée ou une inflation importée. Oui, ben c'est ça que je dis. Donc une hausse incontrôlée des produits de première nécessité que malheureusement nous importons aujourd'hui, ce que j'appelle des chocs exogènes. Mais dans la situation interne, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de stabilité. Et heureusement que cette population a vécu dans une période, pendant une période d'observation assez importante, on l'a dit ici, 5 ans, dans une période de stabilité, parce que il y a eu de la rigueur et il y a eu stabilité. Et donc, on l'a vu aussi pendant de la période, je veux dire 2020-2023, on est resté à un niveau de cours de change suffisamment stable. Et donc, s'il n'y a pas de choc exogène, nous allons, après avoir atteint le taux d'équilibre, rester dans une situation... Que vous estimez à combien ce taux d'équilibre? Mais je ne suis pas le marché, monsieur. Non, mais je sais que ça fluctue, mais si vous étiez optimiste dans cette embellie, on peut aller jusqu'à... Non. À 15? On peut aller jusqu'à... Ça dépend du marché. On est à 24, hein? On peut gagner quelques points. Non, le taux indicatif de la Banque centrale est aujourd'hui de 2367. 23. Voilà. 23,60. Oui. Ce qui veut dire que si on est discipliné, on peut aller jusqu'à 20.
Ce n'est pas question de discipline. En touchant le bois, C'est un rapport de force. Les prix se constituent en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est le marché qui va déterminer. Alors, monsieur le gouverneur, vous avez tenu votre bic rouge, vous avez corrigé là où il y avait des fautes. Mais il y a encore un grand travail à faire parce que sur le terrain, les cabines, on dirait, qui s'occupent des bureaux d'échange, ont des sérieux problèmes parce que les cambistes des rues pullulent dans la rue. Et tous vos prédécesseurs, je dis bien tous vos prédécesseurs, ont tenté de juguler cette situation qui est à la base même de la thésaurisation, mais personne n'y est parvenu. Est-ce que vous pensez stabiliser vraiment notre devise nationale avec la présence des cambistes des rues qui manipulent des masses monétaires importantes, qui sont à la base de la thésaurisation, je l'ai dit, et qui peuvent même être les canaux par lesquels on injecte de la fausse monnaie? Quelles sont les dispositions prises au niveau de la Banque centrale pour corriger ça? Ça serait une vraie correction, monsieur le gouverneur. Oui. D'abord, c'est une question de réglementation. Parce que pour ouvrir un bureau de change, il faut être agréé. Oui. Ailleurs, c'est le cas, pas chez nous. Hein. Voilà. Chez nous, il y a même le système Kotananda. Voilà. Donc, il faut être agréé. Donc, sachez que nous allons contrôler ces aspects de manière beaucoup plus rigoureuse maintenant. Mais plus généralement, vous savez, je parle de ça depuis tout à l'heure, c'est l'incitation. Quand il n'y a pas, je veux dire, d'autorité monétaire, et c'est ça la véritable expression, il n'y a pas plus belle expression que ça. Le pouvoir monétaire de la Banque centrale s'est retrouvé dans la rue. Et à partir du moment où on a une banque centrale qui reprend sa fonction d'autorité monétaire, c'est ce que dit la Banque centrale, que la population suit, et ce n'est plus ce qui est marqué sur les tableaux avec des taux farfelus. Et c'est d'ailleurs même l'importance de la digitalisation. Pourquoi? Parce que moi je demande à la population de pouvoir d'abord se bancariser et avoir les applications bancaires de leur banque, où les taux sont indiqués. Et donc, comme ça, ils ne pourront pas. Et les banques sont, au fait, alignées à la Banque centrale. Les gens ne pourront plus être trompés par des taux farfelus. Et ça doit pousser aussi les gens à venir vers le système bancaire, puisque ce système bancaire est contrôlé et est réglementé par leur banque centrale. Mais pourquoi, monsieur le gouverneur, vous ne réprimez pas la thésaurisation? Jérôme Sekana l'a dit, les gens qui accumulent des masses monétaires chez eux. Oui. Quelqu'un m'a dit, vous allez chez un Chinois, chez un Indien, vous allez trouver des coffres forts à des millions de dollars, alors que l'État peut perquisitionner et confisquer cet argent. Ailleurs, ça ne se voit pas. Pourquoi on laisse ça chez nous? La répression, c'est bon, mais vous n'allez pas faire une répression de manière continue. Le mieux, c'est de créer un cadre où il est plus avantageux d'avoir son argent dans le système qu'en dehors du système. Et c'est ça le rôle de la Banque centrale. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce que nous mettrons en place petit à petit, parce que les gens qui thésaurisent, moi je ne parle pas de ce dont vous parlez, je n'ai pas connaissance. Nos amis, investisseurs. Moi je parle de la maman qui a son petit commerce et qui préfère avoir... Mettre sous les lits. Voilà, avoir son argent sous le lit, en dessous de son matelas. Mais c'est de lui dire qu'en emmenant cet argent au niveau de la banque, en francs congolais de préférence, il pourra bénéficier d'un taux d'intérêt rémunérateur de son épargne. Je vous donne un exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours ahuri. On parle des avoirs libres des banques, libres, donc leur position nette. Mais cet argent-là n'appartient pas aux banques. C'est l'argent des épargnants, de leurs clients. Oui. Mais est-ce qu'ils leur ont fait profiter des 25% du taux directeur de la Banque centrale? Non. Qui a duré pendant 2 ans? Non. Alors, voilà.
Alors que si, et c'est ça, nous, en tant que Banque centrale, nous allons y veiller, puisque même si nous avons baissé notre taux directeur de 25, mais il est quand même à un niveau élevé, à 17,5%, c'est de pouvoir pousser les banques centrales à faire de la publicité sur des dépôts de l'épargne en francs congolais qui va donner une rémunération suffisante à leur clientèle congolaise. Si aujourd'hui, je donne un exemple, que le taux directeur est à 17,5, s'ils proposent une rémunération de 12,5% ou bien de 12%, il leur reste une marge d'intermédiation de 5,5%. Et ils peuvent se rémunérer avec ça. Voilà. Mais les Congolais vont se dire, mais si je viens placer mon argent à la banque, ça me rapporte 12%. Et 12%, c'est pas rien. Parce que quand on regarde le niveau de l'inflation, donc on est dans un taux d'intérêt réel qui est positif et qui permet aux gens de s'enrichir. Voilà les incitants qui peuvent pousser les gens à ne plus... Et ça, vous allez le faire à moyen ou court terme? Non, ça c'est à court terme. Ça Voilà. c'est à court terme, Monsieur Kassam. Monsieur le gouverneur, les réserves d'échange de la République démocratique du Congo ont atteint un pic. 7 milliards. 7 milliards de dollars. C'est là, je peux estimer entre 5 à 6 mois d'importation. C'est une très bonne chose. Oui. 5 à 6 mois. 5, on est dans les 5 à 6 mois. Non. 3 mois. 3 mois d'importation. 3 mois. 3 mois. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, 3 mois, parce qu'on n'arrivait pas à ces seuils-là. Et vous, les législateurs, vous a donné un levier important, notamment pour augmenter l'offre en devises. Je constate, par exemple, que les miniers qui vendent leurs minéraux à l'extérieur ne rapatrient pas suffisamment les devises pour servir des matelas au niveau de la République démocratique du Congo, améliorer l'offre des devises. Parce que c'est bien ce que vous faites, vous voulez stabiliser. Mais si vous avez suffisamment de devises à l'intérieur du pays et qu'il y a des chocs, vous pouvez bien vous comporter comme vous le faites avec les réserves d'échange. Vous injectez 50 millions de dollars, vous vendez ça aux banques commerciales pour éponger la surliquidité. Question, monsieur le gouverneur. Pourquoi au niveau de la Banque centrale, on ne réprime pas les miniers qui ne respectent pas les termes du code minier, qui les oblige à rapatrier jusqu'à 100% des devises de vente des minéraux à l'extérieur du pays, après par exemple amortissement de leurs équipes. Ils n'ont pas confiance en nous. Et ça peut vraiment renforcer l'offre en devises, mais la Banque centrale qui a les leviers en main ne se manifeste pas tellement quant à ce. Monsieur Sekana, cette question est une question fondamentale de notre économie. Oui. Parce que je veux même aller plus loin. Ce n'est pas seulement l'offre de devises que ce rapatriement, c'est 60%. Le code minier, c'est 60. C'est 60%. Oui. 60% mais des exportations. après amortissement des équipements, ils peuvent aller jusqu'à 100%. C'est Voilà. ce que dit les codes. Parfois, ils mentent en Oui. termes d'investissement. Voilà. Au-delà d'accroître l'offre en devises, mais ces rapatriements doivent en réalité permettre de financer notre économie de manière Bien sûr. De manière massive. Oui. Parce que si j'ai commandé une étude par rapport à cette question-là au sein de la Banque centrale, vous savez que depuis le lancement du code minier de 2018, l'accroissement des dépôts au niveau des banques commerciales n'a été que de 9 milliards. Alors que si on avait respecté cette réglementation de change avec... Donc nous vendons 4 millions de tonnes. Avec le rapatriement, Oui. nous aurions, s'ils avaient respecté à 100%, Voilà. enfin si 100% étaient restés, rien qu'avec les miniers, on aurait eu un apport des dépôts cumulés jusqu'au fin 2024 de 83 milliards.
Ah, pourquoi on est complaisant avec eux? Non, maintenant je vais y aller. Il explique. Oui. Nous avons étudié la question. Il n'y a pas de complaisance. Le rapatriement, dans la très grande majorité des cas, le rapatriement est effectif. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les miniers, et d'ailleurs pas que les miniers, les télécoms, les grandes sociétés brassicoles, ne veulent plus avoir de dépôt au niveau du système bancaire. Pour deux raisons principales: les avis à tiers détenteurs et les saisies attributions. On confisque. Mais c'est de la thésaurisation aussi. Climat des affaires. Mais c'est ça que je sors. Mais c'est pour cela maintenant que je reviens à ce que j'ai toujours dit depuis le début. Moi, je préfère être dans l'incitation que dans la répression. Parce que si on avait un climat des affaires qui permettait à ce que ces entreprises se sentent à l'aise, ne se sentent pas traquées et par la justice et par les régies financières, ils allaient garder leur dépôt au sein de notre système bancaire. Mais vous savez qu'il y a un effet pervers à ça, puisque toutes ces grandes entreprises fonctionnent avec des lignes de crédit. Donc, ils utilisent le financement qui devrait, en principe, servir à financer ceux qui en ont réellement besoin dans l'économie. Effectivement. Donc, vous voyez, donc il y a un problème d'offre de devises. Bon, l'offre de devises, elle est quand même là, hein, parce que quand on voit les échéances fiscales, ils payent. Donc, ça veut dire que cet argent est quelque part. Bon, ça, c'est une question, on doit vraiment bien... Donc, l'offre de devises, elle est quand même là. Mais le financement de l'économie, quand on sait qu'il y a un principe simple, il y a les crédits, c'est la transformation des dépôts en crédit. Aujourd'hui, nous avons à peu près 14 milliards de dépôts au sein de notre système bancaire pour environ 9 milliards de crédits. Donc, vous imaginez que si même on avait utilisé que 50% de ce qui est rapatrié en dépôt, donc on aurait eu un accroissement de dépôts de l'ordre de 50 milliards. Et 50 milliards, si on transformait ces dépôts en crédit en utilisant juste un taux de transformation de dépôts en crédit de 60%, on serait à 30 milliards de financement de notre économie. Mais justement, monsieur, avec nos moyens propres. S'il vous plaît. Et les banques ne financent que pour 9 milliards. Donc c'est une question fondamentale. Exactement. Et je veux finir par là. Oui. Troisième effet pervers, c'est que nos PME congolaises qui ont des bons projets et qui doivent aller pour trouver du financement, les banques vont leur dire non. Notre capacité à financer a déjà été absorbée par les télécoms, par les miniers, par les sociétés brassicoles qui n'ont même pas besoin de crédit, mais qui sont obligés de fonctionner comme ça pour éviter les saisies attributions et les avis à tiers détenteurs. Bon, donc c'est une question que nous devons gérer de manière globale. Oui. Et c'est quelque chose que moi, en tant que banque centrale, j'ai déjà exposé. Pour ça, vous avez besoin du gouvernement. Mais, voilà. mais je rentre vraiment dans vos attributions. Est-ce que vous contrôlez les comptes RME? Bien sûr. Parce que le législateur vous donne mandat, vous, la Banque centrale, d'envoyer vos inspecteurs surveiller les mouvements des comptes RME à l'étranger. Est-ce que vous les faites pour faire une comptabilité comparée, ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils utilisent au pays pour essayer quand même de... Et le législateur va loin, vous donne même le barème des sanctions. Oh oui, nous, ce que nous voulons est que, étant donné que vous donnez une nouvelle impulsion à la Banque centrale du Congo aujourd'hui, qu'on passe des promesses aux actes et qu'on voit clair dans cette situation, monsieur le gouverneur. Est-ce que c'est possible avec vous? Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Oui. Donc, les cas que vous décrivez sont une infime minorité. La majorité rapatrie. Mais quand ça arrive au pays, ça disparaît. Et je vous ai expliqué pourquoi.
Oui, oui, on a compris. Et donc, On a compris. et c'est pour ça que je vous dis que nous, on peut faire notre part, Ok. mais ça ne concerne... Non, c'est tous les gouvernements qui Au doivent fait, s'impliquer. ça va être marginal. Si, si. Le véritable problème systémique, c'est celui que je vous ai décrit. Donc, nous devons revoir notre système d'avis à tiers détenteur et de saisie-attribution.